Bonjour et bienvenue sur Athlétique Carnivore. Alors aujourd'hui, on va parler du régime cétogène et de l'intestin grêle. Alors pendant des années, dans le monde cétogène, on a entendu la même consigne. Vous n'avez pas assez de cétone, rajoutez du gras. Vous avez faim, rajoutez du gras. Votre BHB ne monte pas assez, rajoutez du beurre, de la crème, de l'huile, etc. Encore du gras. Et petit à petit, chez certains, le régime cétogène est devenu presque un concours. 70% de lipides, 80%, parfois 90%, avec l'idée que plus on mange gras, plus on fabrique de cétone, et que plus on fabrique de cétone, plus on est protégé. Eh bien, une étude publiée le 15 juillet 2026, donc plus que récente, dans Nature, par une équipe du MIT, vient mettre un énorme caillou dans cette mécanique. Alors, je vais être précise, dès le départ, cette étude ne démontre pas que le régime cétogène donne le cancer chez l'être humain. Ce serait complètement faux. Elle a été réalisée chez des souris génétiquement prédisposées à développer des tumeurs intestinales. Mais justement, l'intérêt de l'étude est ailleurs, c'est-à-dire qu'elle permet de démonter le mécanisme pièce par pièce. Les chercheurs ont séparé la cétose, les corps cétoniques, la quantité de graisse alimentaire, les PPAR, l'oxydation des acides gras, puis la prolifération des cellules souches intestinales. Et le résultat est plutôt intéressant, et même plus qu'intéressant qu'un simple titre du genre « le keto donne le cancer ». Dans ce modèle animal, ce ne sont pas les corps cétoniques qui accélèrent les tumeurs de l'intestin grêle. C'est l'utilisation massive des graisses alimentaires par les cellules intestinales. Et ça change énormément de choses. Parce que ça signifie que deux personnes peuvent afficher des cétones sur un lecteur, sans forcément avoir créé le même environnement métabolique dans leur intestin. Alors, on va regarder exactement ce que les chercheurs ont fait. Les chiffres qu'ils obtiennent, ce qu'ils ont réellement réussi à démontrer, et surtout ce qu'on n'a pas le droit de conclure. Il ne faut quand même pas aller trop vite en besogne, parce que pour une fois, les détails de l'étude sont encore plus intéressants que le titre. Alors les chercheurs ont utilisé un modèle de souris prédisposé aux adénomes intestinaux. Pour simplifier, ils ont modifié le gène APC dans l'épithélium intestinal. APC est un gène suppresseur de tumeurs, donc quand son fonctionnement est altérée, la probabilité que les cellules intestinales commencent à former des polypes ou des adénomes augmente fortement. C'est important parce que chez les humains, les mutations d'APC sont notamment au cœur de la polypose adénomateuse familiale, la FAP, une maladie héréditaire qui prédispose massivement aux polypes et au cancer digestif. Alors donc les souris de cette étude ne représentent pas monsieur et madame tout le monde. Elle représente volontairement un terrain à haut risque. Et c'est précisément ce qui permet aux chercheurs de voir si un environnement alimentaire accélère ou freine le processus. Alors ils ont ensuite comparé 3 régimes. Le premier, appelé le contrôle, avec environ 10% des calories qui viennent des lipides, 20% des protéines, 70% des glucides. Le deuxième, qu'ils ont appelé le régime hypergras, classique, destiné à provoquer une prise de poids. 60% des calories viennent des lipides, 20% des protéines et 20% des glucides. Et enfin le troisième, dit cétogène, et là on n'est pas sur un petit low carb, tranquille. On parle de 80% des calories sous forme de lipides, 15% de protéines et seulement 5% de glucides. 80% de graisse. C'est important de garder ce chiffre en tête, parce qu'après, on va voir que l'étude ne teste pas simplement être en cétose, elle teste un régime extrêmement riche en graisse. Et autre détail essentiel, ce n'est pas un régime carnivore fait de steak et d'œufs. La formule expérimentale contient notamment de la caséine, comme source protéique, beaucoup de saindoux, un peu d'huile de soja, de la cellulose et une petite quantité de glucides. Donc attention à ceux qui vont utiliser cette étude pour dire on a prouvé que la viande provoque des tumeurs. Non, c'est absolument pas ce qui a été testé. Alors maintenant, regardons ce qui se passe métaboliquement. Les souris du régime hypergras, à 60%, deviennent nettement plus lourdes. Dans les données de l'étude, leur poids médian tourne autour de 34,4 grammes. Les souris du groupe contrôle sont autour de 25 grammes et les souris cétogènes autour de 27,3 grammes. Donc le groupe cétogène ne devient pas obèse comme le groupe hypergras classique. Ça, c'est déjà intéressant. Parce que si les tumeurs augmentent dans le groupe cétogène, on ne peut pas simplement dire c'est parce que les souris sont devenues obèses. Elles ne le sont pas.
Alors regardons maintenant l'insuline. Le groupe hypergras classique monte à une médiane d'environ 8 nanogrammes par millilitre. Le groupe contrôle est autour de 1,5. Et le groupe cétogène descend autour de 1. Donc, sur ce marqueur, le régime cétogène fait exactement ce que ses défenseurs attendent de lui. Insuline beaucoup plus basse que le régime hypergras classique, et même plus basse que le régime dit contrôle. Les corps cétoniques suivent la même logique. Le BHB sanguin médian est autour de 0,4 mmol par litre dans le groupe contrôle, environ 0,4 également dans le groupe hypergras, et autour de 0,8 dans le groupe cétogène. Certaines souris montent à 1,1 ou 1,2, donc on a bien une cétose mesurable. Pas d'obésité majeure, insuline basse, BHB plus élevé. Sur le papier, si vous regardez uniquement les marqueurs métaboliques habituels, vous pourriez vous dire « parfait ». Et pourtant, dans l'intestin grêle, le tableau s'inverse. Le nombre médian de tumeurs par souris est d'environ 7 dans le groupe contrôle, 12 dans le groupe hypergras à 60% et 18 dans le groupe cétogène à 80% de lipides. Je répète, médiane, 7 tumeurs dans le contrôle, 12 dans l'hypergras et 18 dans le cétogène. Donc dans ce modèle, le groupe qui a l'insuline la plus basse et les cétogènes les plus élevés est aussi celui qui présente le plus grand nombre de tumeurs intestinales. Et si on regarde non plus seulement le nombre, mais la surface totale occupée par les tumeurs, l'écart vraiment là devient encore plus spectaculaire. La médiane est d'environ 0,99 millions de micromètres carrés dans le groupe contrôle, environ 2,52 millions dans le régime hypergras classique et environ 4,32 millions dans le groupe cétogène. Donc la charge tumorale médiane du groupe cétogène est plus que 4 fois supérieure à celle du contrôle dans cette expérience. Ça ne signifie pas 4 fois plus de risque de cancer chez l'humain, non, surtout pas. Ça signifie qu'ici, dans ce modèle précis de souris prédisposée, la masse tumorale observée est beaucoup plus importante avec le régime à 80% de lipides. Et il y a encore un chiffre qui mérite d'être regardé. Les chercheurs ont suivi la survie jusqu'à 150 jours. Dans le groupe contrôle, 3 souris sur 27 ont atteint l'événement de mortalité avant la fin du suivi. Dans le groupe cétogène, 9 sur 20. Et dans le groupe cétogène, le premier événement apparaît dès le 87e jour. Dans le contrôle, les premiers n'apparaissent qu'autour des jours 143 et 149. Donc l'étude conclut que le régime cétogène accélère la charge tumorale et raccourcit la survie dans ce modèle. À ce stade, la réaction facile serait de dire « Ouh là, voilà, la cétose est cancérigène ». Sauf que c'est précisément là que les chercheurs ont fait quelque chose de très intelligent et se sont demandé qu'est-ce qui provoque réellement l'effet. Est-ce la graisse? Est-ce la baisse de glucose? Est-ce l'insuline? Ou est-ce directement le BHB, le principal corps cétonique circulant? Et ils ont commencé par attaquer l'hypothèse des cétones. Pour comprendre, il faut juste connaître une enzyme, HMGCS2. Pas besoin de retenir son nom. C'est l'une des machines principales qui permet aux cellules de fabriquer des corps cétoniques. Les chercheurs l'ont manipulé génétiquement, ils ont créé des situations où la production de cétone dans l'intestin était réduite. Puis d'autres où elle était augmentée. Si le BHB était le responsable des tumeurs, le raisonnement est simple. Moins de production de cétone devrait réduire les tumeurs. Plus de production de cétone devrait les augmenter. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont observé. Donc ils peuvent modifier fortement la production locale ou systémique de corps cétoniques sans reproduire ni supprimer l'effet tumoral du régime. Ils ont aussi perturbé la capacité des cellules à utiliser les cétones. Et encore, là, encore une fois, la progression tumorale ne suit pas les cétones. C'est un résultat extrêmement important parce qu'il sépare enfin deux choses que beaucoup de discours mélangent, la cétose d'un côté et la quantité de graisse alimentaire de l'autre. Vous pouvez être en cétose parce que vous jeûnez, vous pouvez être en cétose parce que vous mangez très peu de glucides, vous pouvez être en cétose parce que vous êtes en déficit énergétique et que votre organisme libère ses propres réserves. Et vous pouvez aussi être en cétose parce que vous allez avaler énormément de graisse.
Donc sur ce lecteur, vous pourrez obtenir du BHB dans plusieurs de ces situations. Mais dans votre tube digestif, l'exposition aux graisses alimentaires n'est absolument pas la même. Et c'est là que les chercheurs regardent une autre famille de protéines, les PPAR. Alors, je vais éviter de vous faire un cours de biochimie, déjà c'est pas ma tasse de thé, et je ne suis pas biochimiste, donc je vais sûrement pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais imaginez simplement que les PPAR sont comme des capteurs qui disent à la cellule « il y a beaucoup de graisse disponible, adapte-toi pour l'utiliser ». Quand ces capteurs sont activés, les cellules augmentent notamment leur capacité à brûler les acides gras. Et dans l'intestin grêle, ça a une conséquence très particulière. Les cellules souches intestinales deviennent plus actives, elles se multiplient davantage. Or, les cellules souches, c'est l'équipe de renouvellement de notre intestin. La paroi intestinale, elle s'use vite, donc il faut la remplacer en permanence. Donc avoir des cellules souches actives en soi, ça, ce n'est pas mauvais, au contraire. Après une agression ou une lésion, c'est même indispensable. Mais plus une population de cellules se divise, plus vous multipliez les occasions qu'une cellule déjà prédisposée accumule un événement qui la fasse basculer vers une tumeur. Dans les données de l'étude, on voit cette activation directement. Le nombre moyen de cellules BRDU positives par crypte, donc un indicateur de prolifération, passe d'environ 12,2 sous régime contrôle à 16,3 sous régime cétogène. Et la capacité des cellules à former des organoïdes en laboratoire, qui reflètent leur potentiel de croissance, passe d'une médiane d'environ 55% à 75%. Autrement dit, les cellules souches intestinales du groupe cétogène sont clairement poussées vers un état plus prolifératif. Mais les chercheurs ne s'arrêtent pas à une corrélation. Ils bloquent les PPAR. Et là, l'effet du régime cétogène diminue. Dans une expérience pharmacologique, les souris cétogènes non bloquées ont une médiane d'environ 21 tumeurs. Quand une voie PPAR est inhibée, on tombe au-dessous de 11,5. La surface tumorale médiane passe environ de 4,18 millions de micromètres carrés à environ 2,37 millions. Donc lorsqu'on coupe une partie du signal qui répond aux graisses, une grosse partie de l'effet disparaît. Mais il manque encore la pièce la plus importante. Parce que les PPAR font beaucoup de choses, et les chercheurs veulent savoir si c'est réellement le fait de brûler les graisses qui compte. Et là, entre en jeu CPT1A. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de retenir le nom. Imaginez CPT1A comme une porte d'entrée qui permet aux acides gras à longue chaîne d'accéder à la mitochondrie pour y être brûlés. Si vous fermez cette porte, la cellule a beaucoup plus de mal à utiliser les graisses comme carburant. Les chercheurs désactivent donc CPT1A dans l'épithélium intestinal. Et regardez le résultat. Sous régime cétogène, les souris normales ont une médiane d'environ 17,5 tumeurs dans cette expérience. Celles chez lesquelles CPT1A est supprimée tombent autour de 10,5. La surface tumorale médiane passe d'environ 7,28 millions à 4,33 millions de micromètres carrés. Donc, quand les cellules intestinales ne peuvent plus oxyder normalement les acides gras, une partie importante de l'accélération tumorale disparaît. Et c'est là que la conclusion mécanistique devient beaucoup plus solide. Ce n'est pas simplement il y avait beaucoup de gras et beaucoup de tumeurs. Les chercheurs suivent la chaîne. Beaucoup de graisse alimentaire, activation des voies PPAR, augmentation de l'oxydation des acides gras, activation et prolifération plus forte des cellules souches intestinales, puis davantage d'adénomes chez des animaux déjà génétiquement prédisposés. Et pendant ce temps, on peut manipuler les cétones sans obtenir le même effet. Le titre de l'étude est d'ailleurs très clair. Le régime cétogène favorise la tumorigénèse intestinale par les lipides, pas par les cétones. Maintenant, il y a un paradoxe extraordinaire, parce qu'on pourrait croire qu'à partir de là, tout le tube digestif réagit mal au régime cétogène. Eh bien non. Dans le côlon, les chercheurs observent l'inverse. Le même régime cétogène réduit la tumorigénèse colique dans leurs expériences. Et ça rejoint des travaux antérieurs, parce qu'en 2022,
Une étude publiée également dans Nature avait montré que le bêta-hydroxybutyrate pouvait freiner la croissance du cancer colorectal dans certains modèles, notamment via un mécanisme de signalisation cellulaire. En 2025, d'autres travaux ont montré qu'un régime cétogène pouvait également supprimer le cancer colorectal par l'intermédiaire du microbiote et d'un acide gras à longue chaîne, le stéarate. Donc retenez bien le paradoxe. L'intestin grêle, dans ce nouveau modèle, le régime riche en graisse accélère les tumeurs par l'utilisation des lipides. Côlon, le même régime peut au contraire réduire les tumeurs par d'autres mécanismes. Deux tissus voisins, même alimentation, effet opposé. Et pour moi, c'est probablement le message le plus important de toute l'étude. On ne peut pas, en effet, prendre un effet biologique observé dans un tissu et le transformer en vérité générale pour tout l'organisme. Les cétones sont anti-cancer. Cette phrase n'a pas de sens si on ne précise pas quel cancer, quel tissu, quelle mutation, quel contexte métabolique, quelle alimentation, quelle dose, quel modèle. Et exactement de la même manière, dire la graisse nourrit le cancer, ça serait tout aussi faux. Donc dans certaines situations, certaines cellules tumorales utilisent très bien les acides gras. Dans d'autres, modifier l'apport en glucides ou en lipides peut les fragiliser. Certains cancers sont très dépendants du glucose, d'autres sont métaboliquement flexibles. Certains peuvent oxyder des corps cétoniques, d'autres beaucoup moins. Le cancer n'est pas une maladie métabolique unique avec un seul bouton. C'est une famille de maladies qui peuvent utiliser des carburants différents. Maintenant, revenons à ce qui m'intéresse particulièrement pour le cétogène. C'est que pendant longtemps, on a confondu être en cétose avec manger le maximum de graisse possible. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on me l'avait expliqué. Donc, c'est pas la même chose. Et cette étude le démontre presque expérimentalement. Les corps cétoniques ne sont pas responsables du phénomène tumoral observé dans l'intestin grêle. C'est l'exposition à un régime contenant 80% de calories lipidiques et l'oxydation de ces lipides par les cellules intestinales qui sont au centre du mécanisme. Donc si votre seul objectif alimentaire devient de faire monter votre BHB en rajoutant sans arrêt du gras, il faut au minimum se demander pourquoi. Pourquoi voulez-vous 2 millimoles plutôt que 0,8 ? Qu'est-ce que ce chiffre est censé améliorer chez vous? Parce que un chiffre plus élevé sur un lecteur ne prouve pas que votre santé est meilleure. Et ajouter 50 ou 100 grammes de graisse à votre journée, uniquement pour pousser les cétones, ne transforme pas automatiquement votre organisme en machine métaboliquement supérieure. Ça signifie d'abord que vous venez d'ajouter 450 ou 900 kilocalories de lipides. Le reste dépend du contexte. Et c'est là qu'il faut faire attention à une autre récupération possible de cette étude. Elle ne permet pas de dire qu'une alimentation carnivore modérée en graisse protège l'intestin grêle. Ça, l'étude ne l'a pas testé. Elle ne permet pas non plus de dire que 60% de lipides sont dangereux et que 50% seraient sans risque. Elle ne donne aucun seuil de sécurité chez l'humain. Elle ne compare pas un régime carnivore riche en protéines avec un régime cétogène thérapeutique. Elle ne compare pas du beurre avec de la graisse de bœuf. Elle ne compare pas de la graisse saturée contre de la monoinsaturée. Elle ne dit pas si le même mécanisme apparaît chez une personne sans prédisposition. Donc il faut résister aux deux camps. Ceux qui diront, vous voyez, le keto est dangereux, point final, ils vont trop loin. Et ceux qui diront, ce sont des souris, donc ça sert à rien, eux aussi ils vont trop loin. Une étude animale mécanistique ne prouve pas un risque clinique chez l'homme. Mais que vous pouvez manipuler génétiquement la fabrication des cétones, bloquer, puis empêcher l'oxydation des acides gras et voir le phénotype tumoral changer. Vous obtenez une information biologique sérieuse. Donc ce n'est pas une preuve épidémiologique humaine, c'est un mécanisme plausible et expérimentalement testé. Et il devient particulièrement pertinent chez les personnes qui possèdent déjà un risque intestinal élevé. Les auteurs citent d'ailleurs explicitement la polypose adénomateuse familiale, car chez ces patients, le risque de tumeur duodénale et intestinale est vraiment déjà important. Et c'est exactement le type de situation où l'on ne devrait pas conseiller mécaniquement un régime à 80 ou 90% de graisse, simplement parce qu'on a entendu que les cétones affament le cancer.
Et ça nous ramène à un mot souvent utilisé, le terrain. Mais terrain ne veut pas dire astrologie nutritionnelle, hein. Ça veut pas dire qu'un questionnaire magique ou un test génétique à 800, 900 ou 1000 euros va vous dire que vous devez manger du beurre à 11 heures. Non, le terrain ici, c'est quelque chose de très concret. Vos mutations éventuelles, votre historique de polype, vos antécédents familiaux, votre masse grasse, votre dépense énergétique. Tout cela rentre en ligne de compte. Votre tolérance digestive, votre état métabolique, votre objectif, et surtout la quantité réelle de nutriments qui traversent votre intestin. Prenez 2 personnes en cétose. Alors la première fait un jeûne de 24 heures. Elle a du BHB dans le sang parce que son foie transforme une partie de ses propres acides gras en cétone. La seconde mange 3000 kilocalories avec 80% de graisse. Elle a elle aussi du BHB. Sur le lecteur, vous voyez le même mot, cétose. Dans l'intestin, ce ne sont absolument pas les mêmes conditions. Dans le premier cas, pratiquement aucune graisse alimentaire ne traverse l'intestin pendant le jeûne. Dans le second, une quantité énorme de lipides arrive après les repas. Et c'est justement cette distinction que l'étude permet de visualiser. La cétose est un état métabolique. Un régime à 80% de graisse est une exposition alimentaire. Les deux peuvent aller ensemble, mais ils ne sont pas synonymes. Et ça explique aussi pourquoi, enfin là je trouve absurde, la course aux cétones. Si vous mangez carnivore ou très low carb, votre objectif ne devrait pas forcément être de battre un record de BHB. Votre objectif devrait être d'avoir suffisamment d'énergie, de protéines, de bonne satiété, une composition corporelle qui évolue dans le bon sens, une digestion correcte et des performances compatibles avec votre activité. La quantité de graisse doit répondre à ces besoins-là. Pas une religion du ratio. Si vous êtes très sec, très actif et que vous vous entraînez beaucoup et que vous mangez quasiment aucun glucide, votre besoin énergétique peut imposer beaucoup de lipides. Ça, très bien, on le comprend. Si vous avez 30 kg de réserve énergétique et que votre objectif est de perdre de la masse grasse, rajouter du beurre simplement pour faire monter les cétones, oui, ça peut devenir complètement contradictoire. Et si vous avez un terrain intestinal particulier, on a maintenant au minimum une raison supplémentaire de ne pas considérer toujours plus gras comme un conseil universel. Donc voilà, ce que cette étude change réellement. Elle ne condamne pas la cétose, hein, je suis pas en train de condamner la cétose. Elle ne condamne pas la graisse, elle ne prouve pas que le régime cétogène cause le cancer chez l'humain, pas du tout. Mais elle détruit quand même une idée beaucoup trop simple que plus de graisse égale plus de cétone, et plus de cétone égale forcément plus de protection. Ben là, malheureusement, non. Dans cette expérience du MIT, les souris cétogènes, elles avaient bien des cétones. Elles avaient l'insuline basse, elles n'étaient pas les plus obèses, et malgré ça, leur intestin grêle développait plus de tumeurs. Quand les chercheurs ont supprimé les cétones du raisonnement, le phénomène restait. Quand ils ont bloqué les voies qui permettent aux cellules de répondre aux lipides, le phénomène diminuait. Quand ils ont empêché les cellules intestinales de brûler correctement ces acides gras, le phénomène diminuait encore. Donc voilà le résultat. Pas le kéto tue, pas les cétones sont mauvaises, mais dans un intestin génétiquement prédisposé, un régime à 80% de lipides peut fournir un environnement qui active les cellules souches et facilite la tumorigénèse par l'oxydation des graisses. Et quelques centimètres plus loin, dans le côlon, le même régime peut produire l'effet inverse. Si ça ne suffit pas à montrer pourquoi la nutrition ne peut pas se résumer à une règle universelle, je ne sais pas ce qu'il faut de plus, quoi. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit « Oui, tes cétones sont trop basses, rajoute du gras », posez-lui simplement une question. Pourquoi ? Et quel est l'objectif biologique précis ? Et quelles données montrent que faire monter ce chiffre en ajoutant encore de la graisse vous apporte réellement un bénéfice? Parce que depuis cette étude, une chose est encore plus claire. Ce qui compte, c'est pas seulement le carburant que vous voyez dans le sang. C'est aussi ce que vos tissus font de ce carburant. Et parfois, 2 parties du même intestin peuvent vous donner 2 réponses totalement opposées.
Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis, j'espère que ça vous aura intéressé. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit commentaire et de nous préciser si vous avez des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.